Voilà, alors j'appelle à présent Caroline Rigard et Guillaume Saucourt. Alors, Caroline et Guillaume sont deux professionnels de santé de l'UDEP, qui est cette consultation dédiée aux troubles génétiques d'expression psychotique dirigée par Caroline Demilly à Lyon. Caroline Rigard est neuropsychologue, Guillaume Saucourt est infirmier et il est l'un des infirmiers qui a réussi à obtenir cette dernière année le financement d'un PH RIP sur la question de la psychoéducation et de son lien avec la remédiation cognitive. Et donc, ils vont nous présenter aujourd'hui un travail sur remédiation cognitive, qualité de vie et 22Q11. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Alors oui, effectivement, donc on travaille à Lyon avec le docteur Caroline Demilly. Donc en fait, c'est une unité où on prend en charge des patients qui ont une maladie génétique diagnostiquée, qui s'exprime avec des troubles d'origine, enfin avec des troubles psychiatriques. On reçoit de nombreux patients adultes et enfants. Il y a de nombreuses pathologies, parmi lesquelles la microdélétion 22Q11. Alors, pour faire un petit peu rapidement la microdélétion 22Q11, c'est un mécanisme génétique avec une perte, donc du coup une délétion d'un petit fragment sur une région du chromosome 22, qui est à l'origine de nombreuses manifestations à la fois somatiques et psychiatriques. Savoir qu'au niveau du phénotype, il peut s'exprimer à peu près à plus de 180 manifestations. Donc ça veut dire qu'il y a des patients qui peuvent avoir des manifestations somatiques sans avoir de manifestations psychiatriques. Et il peut y avoir différents degrés d'atteinte au niveau de la maladie, au niveau somatique. Ça veut dire que par exemple, il y a des patients qui peuvent avoir des anomalies cardiaques associées à des fentes palatines, et d'autres uniquement une scoliose. Voilà. Donc, les principales manifestations somatiques, c'est une tétralogie de Fallot, une dysmorphie faciale, une fente palatine et des scolioses. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de la sphère ORL avec de nombreuses infections au niveau de la petite enfance et des difficultés au niveau sanguin, notamment au niveau de la calcémie. Au niveau psychiatrique, alors chez l'enfant, on voit notamment des troubles obsessionnels compulsifs, des dépressions, des troubles bipolaires et aussi majoritairement une hyperactivité associée à un déficit attentionnel. Au niveau de l'adulte et même de l'adulte plus jeune, à partir de 15-16 ans, on commence à voir arriver les premiers épisodes de psychotiques et des troubles schizoaffectifs. Alors nous, dans notre unité, au départ, on a reçu beaucoup de patients adultes porteurs de cette microdélétion 22Q11, et de plus en plus, on reçoit des jeunes enfants âgés de 2, 3, 4 ans venant un peu de partout en France. Des patients globalement, et c'est ce qui est décrit dans la littérature, qui présentent donc des troubles attentionnels, des difficultés visio-spatiales, des difficultés au niveau des fonctions exécutives et de la mémoire de travail. Et ce qu'on a pu aussi observer, des déficits au niveau de la cognition sociale. Alors ceci entraîne de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne, déjà au niveau scolaire, avec une grosse difficulté d'apprentissage, du coup, qui est à l'origine d'une mauvaise insertion sociale et une désinsertion chez l'adulte. Alors, moi, c'est quelque chose, c'est une maladie que je ne connaissais pas. J'ai exercé en tant qu'infirmier dans une unité en intra-hospitalier. Et du coup, on avait une patiente qui avait des troubles psychiatriques, schizophrénie, avec des hallucinations résistantes. Elle avait une voix nasonnée et on n'arrivait pas, du coup, les médecins n'arrivaient pas à la stabiliser avec un traitement parce qu'il faut savoir que c'est des patients qui sont résistants au traitement. Et du coup, on a fait une recherche au niveau génétique et cette patiente avait une microdélétion 22Q11. Voilà, donc du coup, tout ça pour vous dire que c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée
Et vu que chez l'adulte, c'est des patients qui présentent un peu plus de 40% des cas une schizophrénie, on peut passer à travers certains cas de patients. Alors nous, dans notre unité, on fait une évaluation bien spécifique au niveau neuropsychologique et au niveau des répercussions sur la vie quotidienne. Alors, on a évalué dans notre structure l'impact que pouvait avoir la maladie. Alors là, c'est sur 20 patients porteurs de ce syndrome. C'est des patients adultes, ça va le plus jeune à 16 ans, le plus âgé à une quarantaine d'années. Et on a voulu voir un petit peu les répercussions sur le bien-être mental. Alors il faut savoir que sur les 20 patients qu'on a pu observer sur ce type d'échelle, il y en a 11 qui ont des troubles psychiatriques et 9 qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a ils ont de grosses difficultés dans les relations sociales, associées à un manque de confiance en eux important, et du coup une grosse difficulté dans la résolution des problèmes. Au niveau de l'estime de soi, c'est des patients qui ont aussi des grosses difficultés à aller vers les autres, à débuter de nouvelles relations, à avoir une dévalorisation assez importante. On voit aussi qu'ils ont l'impression qu'ils font les choses mal, alors que ce n'est pas forcément le cas. On voit que notamment sur les items positifs, on a voulu comparer un petit peu dans la littérature, mais après on a 20 patients, c'était juste à titre indicatif. Voilà, après au niveau clinique, voilà ce qu'on peut voir, hein, c'est des patients qui sont essentiellement dévalorisés et qui ont du mal dans les interactions sociales. Ce qui nous intéresse aussi, c'était au niveau de la qualité de vie, donc au niveau d'une échelle, l'échelle de l'OMS, mais raccourcie, qui évalue différents domaines physiques, psychiques, environnemental et social. Donc là également, hein, c'est plus l'aspect physique qui revient pour ces patients, avec des choses qui reviennent à la vie quotidienne. Hein, c'est des difficultés de concentration, des difficultés pour se déplacer et une fatigabilité assez importante. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue qui va faire le lien avec les enfants. Voilà. Alors oui, on a aussi voulu regarder ce qui se passe au niveau de la qualité de vie chez les enfants. Aussi avec l'idée que plus on leur proposera une intervention précoce, il y a cette étude intéressante de Luhmann de 2010 parents d'enfants porteurs de la délétion. Il a essayé de voir par rapport à des enfants sains ce qui anomalies cardiaques. Il a regardé dans 4 domaines, c'est ce que le questionnaire propose, de la santé physique, du fonctionnement social et du fonctionnement scolaire. Du coup, ce qui ressort par rapport aux enfants sains, c'est que significativement, les scores qu'ils obtiennent sont plus bas dans tous les domaines. Donc ça ne nous étonne pas beaucoup. Et par rapport aux enfants qui ont une maladie chronique, ils ont des scores plus bas au niveau du fonctionnement émotionnel, social et scolaire. Au niveau physique, c'est équivalent. Donc la conclusion des auteurs, c'est que le challenge pour la prise en charge de ces enfants, pour leur qualité de vie, ça va être d'agir à la fois sur le fonctionnement émotionnel, social et scolaire, avec une prise en charge de ces aspects cognitifs, scolaires, social et aussi psychologiques, émotionnels. Si on essaie de prendre en charge tout ça, si on reprend les 3 domaines, alors là en haut vous avez les troubles qu'on retrouve nous fréquemment dans ces 3 domaines chez nos patients, et en bas toutes les prises en charge, enfin certaines prises en charge qu'on peut leur proposer. Là. Pour le domaine cognitif, les enfants qu'on reçoit, ils ont souvent de l'orthophonie, parfois même aussi le logico-mathématique. Pour les autres fonctions cognitives, il n'y a pas grand-chose qui est proposé. C'est rare qu'ils aient déjà bénéficié de remédiation cognitive, alors qu'il y a l'attention, enfin comme le disait Guillaume, l'attention et fonction exécutive. Dans le domaine social, on pense là aussi que la remédiation cognitive, ça pourrait être intéressant, particulièrement autour de la cognition sociale.
Pas tout seul, évidemment, il y a d'autres choses qui se font. Pour les enfants, il y a de plus en plus d'aménagements scolaires qui sont mis en place, type AVS, tiers-temps. On propose des énoncés plus aérés pour ceux qui ont les troubles visuospatiaux. C'est vraiment la remédiation cognitive là, qui va s'intégrer dans une prise en charge plus globale. Et sur le domaine émotionnel, prise en charge psychologique et psychiatrique. Et on a aussi des enfants qui n'ont pas de troubles psychiatriques, mais on demande aux parents d'être vigilants, de bien observer les changements éventuels. Voilà, la remédiation cognitive, ça va vraiment être un outil important, à notre sens, dans la prise en charge des enfants. Mais dans quelque chose de très global, parce qu'il y a des interactions partout. Alors, ça, je ne développe pas, hein, c'est simplement pour faire le lien avec... On développe sur le service un outil de remédiation cognitive pour les enfants, qu'on a appelé Cognitus et moi. Donc, il reprend les principes de base des programmes de remédiation cognitive avec la mise en place de stratégies, d'exercices qui augmentent de façon progressive, etc. Et on essaie de développer 3 modules, les capacités visio-spatiales, l'attention, la cognition sociale, et essayer de travailler sur ces 3 modules-là qui nous semblaient plus... Et vous voyez, dans chaque module, il y a des domaines. On va essayer un peu, comme dans RECOS, en fonction du profil spécifique de l'enfant, de lui proposer certains exercices plus que d'autres. Après, on va aussi insister sur certains sur le transfert en particulier, parce qu'il existe déjà des outils de remédiation pour les enfants, et il y a souvent il peut y avoir des modifications au niveau des tests neuropsychologiques. Par contre, c'est moins évident au niveau du transfert. On va proposer des tâches papier-crayon et des tâches informatisées pour une première forme de transfert, et aussi des activités à faire à la maison avec les parents. On va essayer de proposer des activités les plus écologiques possibles, de leur quotidien et de ce qui leur plaît aux enfants pour favoriser le transfert. Et on va essayer aussi de rendre les parents acteurs de cette prise en charge pour soutenir tout ce travail aussi à la maison. Dans nos bilans pré- et post-remédiation, on va proposer une échelle autour de la qualité de vie, voir si on arrive à avoir un effet sur la qualité de vie de la remédiation cognitive chez les enfants. On va aussi insister sur le renforcement positif. Alors dans le programme, il y aura un petit personnage qui s'appelle Cognitus, qui va être là comme fil conducteur, qui va encourager l'enfant, qui va le féliciter. On le retrouvera dans les tâches informatisées, mais aussi dans les tâches renforcement positif, il viendra aussi du thérapeute, comme d'habitude, et puis on essaiera aussi de travailler avec les parents pour qu'il y ait aussi cette dynamique-là qui se fasse à la maison. Et puis le dernier aspect clé du programme, ça va être de faire en sorte que l'enfant il s'approprie réellement le suivi. On va notamment utiliser un livret de remédiation qu'il aura en séance, qu'il aura à la maison, où il pourra coller sa photo, coller la photo de son thérapeute, que ce soit vraiment quelque chose qui lui plaise, parce que plus il s'appropriera ce qu'il fait en séance et à la maison, et plus il y aura des chances qu'il généralise à la maison ce qu'il a appris. Donc c'était ce qu'on avait envie de partager avec vous autour de la remédiation cognitive pour les patients. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Allez, le fil rouge de Nicolas. Merci beaucoup, on a hâte de voir le programme. Alors, par rapport au transfert de compétences, vous avez montré qu'il y aurait un travail avec les parents, peut-être avec les enseignants aussi. Et comment vous allez les impliquer? Alors, les enseignants, les différents acteurs de la prise en charge de l'enfant, ce sera essentiellement, je pense, par téléphone. Après, les parents, on va les recevoir à chaque fin de séance avec l'enfant pour discuter de l'activité à faire à domicile et en début de la séance suivante pour avoir un retour sur comment ça s'est passé, en plus de ce qu'ils auront déjà complété dans le livret et de ce que l'enfant il aura pu...
D'autres questions? Bon, il va falloir tenir le coup. Oui, Isabelle. Merci, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, ce type de prise en charge. Chez nous, sur Sainte-Anne, il y a une petite unité dont Catherine Doyen assure la direction en pédopsie, et elle insiste beaucoup sur le passage de la remédiation cognitive, donc avec la méthode CRT qui est adaptée à l'enfant, et ensuite des jeux qui sont faits en famille et qui reprennent les exercices, mais elle dit qu'avec les jeux familiaux, elle observe un transfert des acquis qui est beaucoup plus facilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, c'est un peu pour ça qu'on a appelé justement, on a changé le terme de tâche et on a mis activité, parce qu'effectivement, alors on n'a pas encore vraiment pensé à tout ce qui est activité à domicile en lien avec les différents modules, parce qu'on est qu'au début, mais c'est vrai qu'effectivement plus passer par le jeu, le côté ludique, du coup le terme activité. Voilà, je pense que c'est des enfants de 6 à 12 ans, il faut vraiment qu'on passe par le jeu, et je pense que c'est là où, effectivement, on aura un impact plus important. Familial avec oui. C'est aussi pour ça qu'on essaie d'impliquer le plus possible les parents dans la remédiation. Oui. Faut que ce soit ludique pour... Il peut y avoir une détérioration des relations familiales et de la cellule familiale. Quelle est la part, dans ce cas, de la réappropriation de la fonction parentale, et comment est-ce que vous pouvez intégrer ce facteur-là dans la mesure des résultats par rapport à la technique à proprement parler? La remédiation cognitive ne viendra pas toute seule. Les enfants qu'on reçoit, on propose souvent des suivis familiales, de la guidance parentale quand il y a justement des difficultés au niveau de la position parentale, quand il y a ce genre de difficultés. C'est vrai que peut-être que quand la situation familiale est pas harmonieuse, ça ne va pas être approprié de travailler tout de suite de cette façon-là. Il faudra qu'on soit prudent par rapport à ça. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.